Au début du siècle, le plateau de Morin, près des sources de l'Ubaye, était coupé du monde pendant au moins 6 mois de l'année. Mais ses habitants se comptaient par centaines. Dans la haute vallée ici, qui regroupe les 3 villages, nous sommes 10. 4 dans le village du bas, 4 ici et 2 dans le village du haut. Autrefois, on était d'abord plus nombreux. Ça comptait aussi. Maintenant, il n'y a presque plus personne. À part que nous avons la route ouverte, tandis que jusqu'avant la guerre, elle restait fermée 6 mois. Il fallait circuler à ski. Le facteur faisait la tournée à ski. Alors, il fallait faire les grosses provisions en automne. Et on faisait le pain sur place ici, four. Il y avait l'école. On avait des gamins de la DDAS. Et puis les nôtres. Alors, ils étaient comme une douzaine. Hein. Oh oui, c'est un moment. Un instituteur, institutrice. Et une fois, c'était bien vivable maintenant. C'est fini, il n'y a plus personne. Ça va se déshabiter. Résidence secondaire. Pour vivre ici, il faut ou être amoureux de la montagne et avoir des professions comme nous. À l'instar des bouquetins et mouflons, une espèce qui est un peu en voie de disparition. Mais nous maintenons et on se développe quand même. Je suis gardien de refuge. C'est un métier où il faut être homme de théâtre, si on veut durer. Parce qu'il est évident que tous les jours, quelqu'un va arriver du Vallon-Marie, des Ouerts, en nous disant « j'ai vu la marmotte ». Et à ce moment-là, il faut quand même que nous, on soit émerveillés. Marmotte, c'est pas possible, vous avez vu la marmotte. Et il y a un côté théâtral dans ce métier. C'est un théâtre. Les gens sont en vacances, nous sommes dans un milieu. Moi, je dis souvent, nous sommes des marchands d'authentique. Il faut maintenir ce rêve. Nous sommes des gens authentiques. On commence où? Je sais pas, moi j'ai envie d'aller commencer en bas là-bas. En bas là-bas? Ouais. Aujourd'hui, la haute vallée s'est tournée vers le tourisme, mais les pêcheurs de truites peuvent encore y trouver leur paradis. Ah ouais, elle est belle là. Ouais, c'est bien éclairci. Hein? Ouais, et puis l'orage de l'autre jour. Tu commences d'en bas? Ouais, je vais commencer d'en bas, je vais commencer au virage. Ah, ben moi je commençais de là. Quelqu'un commence de par là et on se retrouve un peu plus haut. Je pêche à la mouche naturelle, noyée. Je mets des asticots en boîte dans une caisse en bois grillagée. Et quand elles sont nées, je mets du sucre et de l'eau enfin, sur une éponge pour leur permettre de se nourrir. Et je les sors dans ma bouteille pour aller pêcher. C'est le toc pyrénéen, mais adapté pour la mouche, quoi. C'est-à-dire très peu plombé. Un fil fin, je suis en 12 centièmes, de canne à fil intérieur, le plus léger possible. Alors, ça a mordu? J'en ai pris une en bas là-bas et une petite.
Moi, j'en ai loupé une belle derrière la pierre, là. Là, derrière. Là, tu l'as pas fait encore. Non, tu veux le faire? Ouais, je vais monter Tu un veux peu. le faire, c'est... Je vais le faire par là parce que dans on ne le voit pas. Dans chaque technique, il y a toujours des petits trucs qui viennent à l'usage. La plombée est très importante, par exemple, pour faire des courants. On ne plombe pas comme pour faire des trous. Des fois, on fait un coup sans succès et puis il suffit d'enlever un plomb pour prendre la truite. Si on touche la truite en fin de coulée, souvent c'est parce qu'on est trop plombé. Parce qu'en fin de coulée, la pâte a tendance à remonter et la truite le prend au moment où il remonte. Donc c'est qu'elle est entre deux eaux, elle n'est pas au fond. En quittant le plateau de Morin, l'Ubaye s'engage dans une brèche profonde de plus de 100 mètres, le défilé du Châtelet. Au gré de l'histoire ou de l'humeur de ses habitants, l'Ubaye a été provençale ou savoyarde, et donc étroitement liée au Piémont. Maintes fois occupée ou traversée, elle garde sur ses hauteurs la trace de son histoire militaire. Nous sommes ainsi sur un site stratégique puisque c'est l'éperon rocheux qui domine le confluent de l'Ubaye et de l'Ubayette et donc qui verrouille la sortie de la frontière italienne. À l'époque de la construction du fort de Tournou, qui date quand même de la moitié du XIXe siècle, les rapports entre l'Italie et la France n'étaient pas encore au beau fixe. On était dans un état d'esprit du précaré. Il fallait verrouiller les frontières de la France aussi bien dans l'Est, le Nord-Est que dans le Midi. Et ici, ça fait partie des dernières grosses fortifications maçonnées de France. Au début du XIXe siècle, une crise économique frappe durement la vallée. Certaines familles s'exilent de Mexique, d'autres choisissent la Louisiane. La Louisiane, c'est le premier pays d'Amérique où se sont installés des gens de cette vallée. On parle souvent du Mexique et depuis peu de temps, en fait, on a renoué des relations avec une famille Arnaud qui s'était établie en Louisiane très tôt, au tout début du XIXe siècle. C'était des fileurs de soie. C'est une affaire qui va peu à peu s'étioler. Probablement, elle va se démoder dans le courant du XVIIIe siècle. Et au tout début du XIXe siècle, 3 frères de cette famille vont partir, tenter leur chance en Amérique. Et ils vont y réussir très très bien. Les Josiérains ont des rapports passionnés avec l'eau et leur petit musée garde en mémoire la technique presque oubliée de l'arrosage au canal. C'est une technique très très ancienne qui a des milliers d'années. On pense que ça remonte à au moins 3500 ans. Donc ça utilise la gravité. On a creusé des canaux. Sur la commune, on en a eu jusqu'à 30 au XIXe siècle. Et parfois de très très longs, de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, qui prenaient donc l'eau dans les torrents et qui l'amenaient donc sur les parcelles cultivées. Il faut imaginer que l'eau arrive par le canal qui traverse les montagnes, arrive donc au sommet du pré. On la barre avec donc divers systèmes qu'on appelle des ardoises ou des martelières. Et l'eau donc se met à déborder. Une fois qu'elle a rempli la portion jusqu'où ça a été barré, eh bien, elle va envahir petit à petit, inonder ce qu'on appelle des versanes, c'est-à-dire ces portions de pré entre 2 carnaux. Quand tout a été inondé, eh bien, on déplace les ardoises, ces vannes qui arrêtent l'eau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le pré soit complètement inondé. Aujourd'hui, l'Ubaye cultive à la fois l'authentique et l'aventure, clé en main. Montagnes et rivières sont un immense terrain de jeu. Le Tour de France cycliste a fait de ces vallées un de ses hauts lieux et du col de Bonnette-Restefond son sommet. Quant aux pêcheurs, les lacs de montagne sont là pour accueillir les plus sportifs d'entre eux.
Bon, Vincent, alors écoute, toi tu vas aller là-bas où c'est le plus profond. Tu vas pêcher au lancer et moi je vais commencer donc au ver de terre et on verra après mettre une teigne. D'accord? D'accord. Voilà. Là, le temps orageux, normalement, ça devrait mordre. Vous savez, les lacs de montagne, c'est très capricieux. Vous allez, par exemple, 4-5 fois dans la montagne, vous n'en prenez pas une. Et bon, vous tombez un jour où ça donne, les 10 truites, vous les faites facilement. Si la pêche en lac d'altitude est souvent déconcertante, c'est que la montagne elle-même est imprévisible, au point que même les marmottes veillent au grain. Les lacs de montagne sont des milieux extrêmes. Ils sont gelés une grande partie de l'année et la pêche n'y est ouverte que du 3e samedi de juin au 1er dimanche de septembre. Ces milieux, qu'on pourrait penser protégés, ne peuvent pas vivre pourtant en autarcie. Paradoxalement, ils sont l'objet d'une gestion piscicole totalement artificielle. On part d'ici. Chambéron. On fait le premier chambéron. Premier de Chambéron. Et L'inférieur de Roux. Et le longer. Le longer, d'accord. C'est bon? Ah. Et voilà. C'est bon. Attention. Non. Je sais pas, aucune idée. Vous irez avec moi, on ira faire un tour de Chambéron. D'accord. À cette altitude, la biologie des poissons est particulière. Dans ces milieux fermés, soumis au gel 8 mois sur 12, tous les phénomènes habituels rencontrés dans une rivière n'ont ici que 3 ou 4 mois pour s'accomplir. Ce déséquilibre altère profondément le cycle de reproduction et une introduction régulière d'alevins s'impose. En dehors de microcentrales, l'Ubaye ne subit pratiquement pas d'agression, pas plus industrielle qu'agricole. Ses qualités exceptionnelles ne pouvaient qu'attirer les meilleurs moucheurs de France. Pourquoi l'Ubaye? Eh bien parce que d'abord c'est une très très belle vallée où la société de pêche fait de beaux efforts pour maintenir un poisson de qualité en place. Le principe c'est que chaque pêcheur compétiteur est obligé d'amener avec lui un contrôleur et ce contrôleur est affecté à un autre pêcheur, de préférence d'une autre région, de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de tricherie. Alors le commissaire donc, et le pêcheur partent ensemble, ils partent sur des secteurs qui ont été attribués par tirage au sort et ensuite donc, chaque poisson est indiqué sur la feuille de marque après mesure dans un ustensile spécifique qui s'appelle donc un maille à truite
Alors on met la tête de la truite dans le maille à truite, et si elle fait plus de 20 cm, donc elle est valable, puisque c'est la taille légale, et elle est ensuite marquée avec l'heure de capture sur la feuille de marque. Et comme dans n'importe quel sport, on ne devient pas champion du monde par hasard. C'est un travail en amont très fort pour que le jour de la compétition, on puisse s'adapter très rapidement à la situation rencontrée, qui fait partie d'un éventail de situations immenses. Et il faut pouvoir cadrer très rapidement. Aujourd'hui, on pêche une rivière de montagne. Demain, on en pêchera peut-être une rivière de plaine ou un lac de montagne ou un réservoir avec des truites arc-en-ciel. Donc si vous voulez, ça donne un grand éventail de possibilités techniques. Et donc, il faut que les compétiteurs soient capables de très vite jauger et très vite s'adapter. Pour le champion du monde, comme pour le pêcheur du dimanche, la question de la qualité de l'eau est toujours d'actualité. On a malgré tout encore en France quelques endroits préservés. Je pense que d'ailleurs l'Ubaye fait partie des rivières qui ne sont pas trop atteintes. Cependant, il y a aussi encore beaucoup d'exemples de rivières qui ont été et qui sont toujours maltraitées. Et peut-être que justement, si la pêche en France n'a pas le grand essor qu'elle devrait avoir, comme par exemple en Angleterre, je pense que c'est par manque de poissons dans les rivières. Et la grande difficulté, c'est de trouver des rivières suffisamment riches pour que les gens qui débutent trouvent un plaisir rapidement. Et là, ça coince un petit peu. Les fluctuations brutales du nombre des usagers de l'eau augmentent les risques de pollution. La vallée de l'Ubaye voit par exemple sa population multipliée par 5 au moment des vacances. Barcelonnette a pris conscience de ce risque en se dotant d'une nouvelle station d'épuration. Le traitement enduré par l'eau dans ce type de station mérite une tentative d'éclaircissement. On fait un traitement, d'abord, on appelle ça un traitement physico-chimique. C'est-à-dire qu'on a un traitement physique, c'est-à-dire qu'il y a des appareils qui servent à enlever le plus gros, je dirais les bouteilles, les balles de tennis, les grenouilles aussi. Ensuite, on passe par des dessableurs, des huileurs. Ensuite, on fait une floculation-coagulation, c'est-à-dire qu'on ajoute des produits chimiques pour précipiter des matières en suspension qui n'ont pas été prises par les dégrieurs. Après ce traitement physico-chimique, donc, il y a un décanteur qui plombe les boues et l'eau sort en surface et va dans un traitement biologique. On a un traitement UV en sortie de traitement biologique. Alors les UV servent à diminuer les bactéries, c'est-à-dire tout ce qui est virus, tout ce qui est pathogène. Donc on diminue beaucoup sur l'ammoniac et sur le phosphore qui est, pour la vie piscicole, je crois que c'est le plus important parce que le phosphore et l'ammoniac déclenchent des phénomènes d'augmentation d'algues, d'opacité de l'eau. Donc là, si on diminue le taux, on arrive à avoir une vie piscicole qui est assez enrichissante. Difficile de savoir si les truites sont du même avis. Beaucoup plus facile par contre est d'obtenir celui des pêcheurs locaux, catégorie vétéran. Voici notre séquence désormais traditionnelle dans ce magazine. La pêche, c'était mieux avant. Tu mets pas la canne à l'eau? Le fil à l'eau plutôt. Ça mord? Rien du tout pour l'instant. T'arrives juste? Non, pourtant l'eau est belle. Hein? Ah oui. Et puis il y en a beaucoup de l'eau. Hein. Tu pêches à quoi, Gaston? À l'arbre et à un asticot. Sûrement que le mille pattes, c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur. Mais maintenant, avec les oquillas, c'est fini, on n'en trouve plus. Hein. Avant, on n'achetait pas les appâts, on les trouvait dans la nature maintenant. C'est tellement facile d'en avoir. Hein. Maintenant, il faut aller chez le marchand. Eh oui, on en prend moins que ce qu'on prenait avant. Avant, on partait à la pêche. À 10 h du matin, on avait une douzaine, 15 truites. On rentrait content, mais maintenant, des fois, on rentre au bordouille. C'est difficile. Hein. Après le village de Méolan, l'Ubaye commence sa longue descente vers Serponçon. La rivière joue une dernière fois au torrent de montagne avant de venir s'éteindre dans les eaux du lac. Ici commence le royaume de la deuxième catégorie. Toutes les espèces y sont représentées et truites et brochets y atteignent des tailles respectables. Pour les pêcheurs à la traîne, qui rêvent de ces poissons records, la réussite n'est pas le fruit du hasard. On finit, à force de pêcher dans les mêmes endroits, de connaître les hauts fonds, de connaître les écueils,
qui nous évite de casser du matériel, puisqu'on a pas mal de souches de bois qui sont sous les eaux. Donc on finit par acquérir une connaissance assez pointue de nos lieux de pêche. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est l'historique. À tel endroit, nous avons fait un brochet, il était joli. Alors, on y repasse parce qu'on se dit que la chance va peut-être nous ressourire au même endroit. Peut-être que c'est un beau poste, celui-là. C'est une question d'habitude, quoi. C'est la connaissance du terrain et puis le cadre. Au siècle dernier, les enfants de l'Ubaye allaient chercher le bonheur au Mexique ou en Louisiane. Aujourd'hui, pour Vincent et Caroline, l'histoire ne se répétera pas.